n'appartient pas au Maroc, hein. Donc je m'adresse à mes frères marocains. Attention, hein. Le Sahara occidental est occupé. Voilà, il est occupé sur le plan du langage diplomatique, il est occupé. Donc on peut développer toutes les propagandes de la terre, il est occupé. Depuis 75, depuis la marche de Berck, de 75. Bonjour à tous, Dex retour sur les propos de Rachid Nekas. Quel était l'objectif du Maroc? L'objectif, c'est pas d'informer, c'est de vendre un rêve marocain à la sauce coloniale. Le Sahara occidental est présenté comme le Texas de l'Afrique, Eldorado de l'hydrogène vert. Mais derrière, un chercheur parle de colonialisme vert. Nuance absente. Attends, il parle du Sahara. Voilà. Le Sahara occidental, Eldorado à risque. Vous savez que le Maroc a développé beaucoup d'investissements et attiré beaucoup d'investissements pour dire en gros que le Sahara, c'est un peu l'équivalent. Le Sahara occidental, c'est un peu comme le Texas américain. Ouais, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Vous voyez, ça va bien, quoi. Et ils disent que ça va devenir la terre promise de l'hydrogène vert. Mais certains, notamment un historien qui s'appelle Emmanuel Alcaraz, qui est chercheur associé à Sciences Po, il dit c'est du colonialisme vert. Bon voilà, un peu de nuance quand même, hein. Voilà, colonialisme vert. Donc là c'est colonialisme vert, et juste avant la page d'avant, terre promise de l'hydrogène vert. Voilà, terre promise de l'hydrogène vert. Voilà, un peu d'équilibrage. Vous savez que pour l'ONU, Sahara occidental n'appartient pas au Maroc, hein. Donc je m'adresse à mes frères marocains. Attention, hein. Le Sahara occidental est occupé. Voilà, il est occupé sur le plan du langage diplomatique, il est occupé. Donc on peut développer toutes les propagandes de la terre, il est occupé. Depuis 75, depuis la marche de Berck, de 75. Alors, on continue le jeu très machiavélique des médias français, regardez. Le Maroc caracole et l'Algérie bricole dans l'automobile. Vous avez vu comment la stratégie du diviser pour mieux régner? Le Maroc caracole, c'est-à-dire il est tout en haut, et l'Algérie bricole dans l'automobile. Bon, il s'avère que je connais bien le secteur de l'automobile. Vous savez que j'étais en prison à Chlef pendant 6 mois avec un grand connaisseur, 2 grands connaisseurs, Mohamed Bayri, donc qui était PDG de Fiat Algérie, et Hassan Arbaoui, PDG de Kia Algérie. Donc, vous pouvez imaginer, matin, midi et soir, on parlait que d'automobile. Donc, par la force des choses, j'ai appris à m'y connaître. Donc là, ils citent 2 chiffres. Ils disent qu'il y a un grand écart. Par exemple, Renault produit 413 000 véhicules au Maroc. Regardez, 413 000 véhicules au Maroc. Et ils mettent à côté 0 pour l'Algérie. Voilà, ok. Vous savez que l'Algérie a fermé, en tout cas fermé Renault à Oran, parce que Renault à Oran ne faisait que du montage, ne voulait pas produire des véhicules. Donc au bout d'un moment, l'Algérie dit bon, ça suffit la blague, vous produisez des véhicules Renault au Maroc, et chez nous, vous faites que du montage, donc ça c'est pas la peine. Et ils parlent de Peugeot, donc c'était l'an 6, ils disent qu'au Maroc c'est 175 000 véhicules par an, et en Algérie c'est que 18 000. Voilà. Alors bien sûr, ils disent pas que Renault et Peugeot ont profité d'énormes avantages fiscaux en Algérie pour en gros gagner des sous sans prendre aucun risque, avec un investissement extrêmement limité. Et ils ne disent pas non plus que Renault et Peugeot ont préféré le marché marocain, plutôt investir au Maroc, plutôt qu'en Algérie. Ça, bien sûr, c'est pas dit dans l'article de Challenge. Non, il veut simplement salir l'image de l'Algérie. Alors, il y a une petite phrase sur Carlos Ghosn, qui était l'ancien PDG de Renault, et ils disent pas, bien sûr, qu'il y a eu des magouilles, que Rachida Dati était payé par Renault autour de 600 à 900 000 euros pour faire du lobbying, pour installer Renault en Algérie. Bon, bref. Ça manque un peu d'objectivité, hein. Vous savez, si le fondateur du magazine Challenge, Patrick Fauconnier, était encore vivant, il ne serait pas content de la façon dont ces journalistes ont monté ce dossier. Mais voilà, les absents toujours tort, n'est-ce pas? Alors,
là, il parle, comme je vous l'ai dit, des trains et des ports. Voilà, grosse promotion du Maroc au niveau des trains et des ports. En gros, ce magazine fait juste la promotion des entreprises françaises au Maroc, puisque les ports et les trains de grande vitesse, c'est la France, comme vous le savez. Et il parle aussi, évidemment, du futur stade Hassan II pour la Coupe du Monde qui va être co-organisée par le Maroc, l'Espagne et le Portugal. Donc, en effet, au niveau de la maquette, c'est magnifique. C'est vrai. C'est un fait. Il faut le dire. Des stades pharaoniques pour le mondial de football. Donc, ce stade de Casablanca, donc stade Hassan II, devrait accueillir 115 000 personnes. Un peu comme les magnifiques stades qu'il y a eu au Qatar pour la Coupe du Monde. Voilà, donc, oui, c'est du publi-reportage. Donc, il parle du cinéma aussi, l'industrie du cinéma, pour dire que l'Algérie avait refusé, par exemple, qu'un film français soit tourné en Algérie. Donc, ils ont imaginé une rue algérienne, mais à Tanger. Voilà. Donc, c'est comme ça. Quand on ne peut pas faire de film en Algérie, ben on va au Maroc en disant que c'est l'Algérie. Et ils finissent avec de la gastronomie. Voilà, en disant que les chefs étoilés français en force dans les palaces. Regardez. Voilà. Ils parlent des Français. Ils ne parlent pas des grands chefs marocains. Incroyable quand même. Hein, voilà, il parle de Pierre Hermé à la Mamounia à Marrakech. Le chef pâtissier signe les desserts du palace et vend ses créations dans une boutique de maison. Pareil, Hélène Darroze et son équipe Royal Mansour de Marrakech, le palace, où un repas à la grande table de la chef française coûte entre 150 et 300 €. Aïe, aïe, aïe. C'est entre un salaire et 2 salaires d'un ouvrier marocain. A multiplié son chiffre d'affaires par 4 en 15 ans. Bah, on peut imaginer, c'est pas les ouvriers marocains qui vont dans ces endroits. C'est-à-dire que s'ils avaient parlé de la gastronomie marocaine, bah allez, c'est bien. Puisque quand on voit ça, Maroc, l'anti-Algérie, normalement, on s'attend à voir la promotion du Maroc. Promotion des produits marocains, promotion de la nourriture marocaine, promotion de l'industrie marocaine, etc. Non, non. Dans ce magazine, ils ne font que la promotion des entreprises françaises, des produits marocains et du talent... excusez-moi. Ils font que la promotion des entreprises françaises, des produits français et des talents français. On ne parle pas des talents culinaires marocains. C'est incroyable quand même, regardez. Il n'y a pas un mot sur la gastronomie marocaine. C'est la gastronomie française au Maroc. Donc en clair, parce que là il finit par ça, hein, donc après, voilà, il parle d'autre chose. Donc en clair, ce qu'aiment les Français, c'est quoi? C'est la France, le Maroc du protectorat, c'est ça qu'ils aiment. Les Français aiment le Maroc parce que ça leur rappelle le colonialisme en Algérie ou le protectorat au Maroc. C'est-à-dire que la stratégie de la division est utilisée. Et puis la vieille ficelle. Diviser pour mieux régner. Challenge encense l'automobile au Maroc. Et ridiculise l'Algérie. Renault produit 413 000 véhicules là-bas. 0 ici. Ce qu'ils ne disent pas, c'est l'Algérie qui a refusé le montage bidon. Et qui a compris que Renault et Peugeot profitaient sans investir. Derrière tout ça, une promotion déguisée des intérêts français. Pas marocains, ni algériens. Les médias français aiment, les hommes politiques français aiment, ce que l'intelligentsia française aime, c'est le Maroc français ou l'Algérie française. Ça, c'est un peu de psychanalytique, puisque c'est eux, hein, c'est André Consponville hein, qui m'a invité à faire un peu de psychanalyse de comptoir. Ben oui, ce magazine-là fait la promotion du Maroc français, du protectorat français au Maroc, c'est-à-dire fait la promotion du Maroc à l'époque où le Maroc était français. Mais vous savez, moi je suis un panafricaniste redoutable et je suis pour une fédération nord-africaine, donc je n'oublie jamais cela de mon esprit. Et là, je m'adresse aux Marocains, à mes frères marocains. Je sais que certains Algériens n'aiment pas quand je dis ça, mais que vous le vouliez ou non, le Maroc et l'Algérie,
C'est le même peuple avec la même religion, les mêmes cultures et les mêmes langues. C'est un peuple berbère. C'est un peuple qui parle deux langues, le tamazight et l'arabe. Et c'est un peuple qui va 5 fois par jour à la mosquée. En France, on ne va pas 5 fois par jour à la mosquée. On va à l'église tous les dimanches. Et nous avons un ancêtre commun, que maintenant tous les Marocains, tous les Algériens connaissent. C'est Abdelmoumen El-Koumi. Abdelmoumen El-Koumi, vous savez, c'était le calife de tous les Nord-Africains. Calife des Mauritaniens, des Marocains, des Sahraouis, des Algériens, des Tunisiens, des Libyens, et même des Espagnols en Andalousie. Vous savez qu'il est né à Nodroma. C'est un berbère de Nodroma. Alors je sais que nos frères marocains sont fâchés, que j'ai dit qu'il était calife algérien et commandant des croyants algériens. Oui, puisque apparemment vous aimez, ou plutôt vous ne revendiquez que la carte géographique du Maroc actuel, c'est-à-dire héritée de la France. Mais moi, je ne respecte pas les cartes héritées de la France. Je respecte les cartes de l'histoire avant la colonisation française et avant la colonisation turque. Et à cette époque, c'est bien un Algérien d'aujourd'hui, mais berbère de toujours, qui était non seulement le calife de tous les Nord-Africains, mais qui était aussi le commandeur de tous les croyants d'Afrique du Nord. Vous savez ce que ça veut dire, commandeur des croyants? C'est-à-dire que le prêche du vendredi se faisait en l'honneur et au nom du calife, commandant des croyants, Abdelmoumen El-Koumi, qui est né à Nodroma, dans l'actuelle Algérie. Donc les Français ont beau essayer de diviser le Maroc, l'Algérie, avec la stratégie machiavélique de diviser pour mieux régner, l'histoire est là pour témoigner que nous sommes un même peuple, avec une même géographie, une même histoire. Et nous avons un ancêtre commun, c'est Abdelmoumen El-Koumi, fondateur de la dynastie almohade, et à l'époque, il n'y avait pas de différence entre Algériens et Marocains. Et le fondateur de la dynastie d'El Mouahidine, donc des Almohades, travaillait main dans la main avec un Marocain du sud du Maroc qui s'appelait Ibn Tumalt. Ibn Tumalt, c'était le théologien, et Abdelmoumen El-Koumi, c'était l'homme de guerre. Et à chaque fois que les Algériens et les Marocains ont travaillé ensemble, ça a fait des étincelles. Ils dominaient toute l'Afrique du Nord et tout le sud de l'Espagne. Mais à chaque fois qu'on a été divisé, ça a été la catastrophe. Barakallahu fikum. Tahiyya al-Jazair. Allah yarham shuhada.